Qu'est-ce qui fait la différence entre un être vivant et un caillou? La question a l'air toute simple, mais en réalité, c'est un des plus grands mystères de la science. Et si la réponse n'était pas dans les atomes, dans les molécules elles-mêmes, mais dans la façon dont tout ça s'organise? On va explorer cette idée que la vie, c'est beaucoup plus que la somme de ses parties. Voilà le programme. On va commencer par se frotter au grand dilemme de la biologie. Puis, on va découvrir un jour de plan, une checklist en 5 points pour définir ce qu'est un agent vivant. On verra ensuite le moteur incroyable qui permet à la vie de se construire toute seule, pourquoi son futur est totalement imprévisible, et enfin, ce que ça implique pour la prochaine grande révolution scientifique. Allez, on y va. Première étape, le cœur du problème. Depuis toujours, ou presque, la science est un peu tiraillée entre deux grandes manières de voir le monde. C'est un conflit qui va au cœur de ce que nous sommes. Imaginez une petite bactérie qui nage vers de la nourriture. Est-ce que c'est juste une machine? Un robot moléculaire super complexe qui ne fait qu'exécuter un programme chimique? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'elle agit avec une sorte d'intention, comme un véritable agent qui prend ses propres décisions? C'est ça, toute la question. Et donc on a deux camps. D'un côté, le réductionnisme. Eux, ils disent « Donnez-moi toutes les pièces, toutes les lois de la physique, et je vous explique l'univers ». Et de l'autre, on a l'émergence, qui répond « Pas si vite ». La façon dont les pièces sont organisées crée quelque chose de radicalement nouveau, avec ses propres pouvoirs. Et attention, là, on ne parle pas juste d'une illusion ou de quelque chose de trop compliqué à calculer. Non, l'émergence ontologique, c'est l'idée un peu folle que de nouveaux pouvoirs, de nouvelles forces causales peuvent littéralement naître dans l'univers. Que le tout, le système entier, peut activement influencer ses propres composants. C'est une idée qui, franchement, bouscule la physique classique. Bon, c'est bien beau les grandes idées philosophiques, mais comment on transforme ça en quelque chose que la science peut tester? C'est là que ça devient concret, avec un véritable plan pour définir la vie. La notion clé, c'est ça, un agent moléculaire autonome. Ce n'est pas un système qui se contente de réagir passivement, comme une balle de billard qui se fait taper. Non, c'est un système qui agit, qui travaille activement pour sa propre survie et sa propre reproduction. Et voilà comment on peut vérifier ça. On laisse tomber le débat abstrait et on sort une checklist. Pour être un agent, un système doit cocher 5 cases. 1. Il se reproduit. 2. Il effectue du travail. 3. Il a des frontières, une séparation avec le monde extérieur. 4. Il se construit lui-même. Et 5. Il peut faire des choix simples, comme aller vers la nourriture et éviter le poison. Si on a les 5, bingo, on a affaire à une forme de vie minimale. D'accord, mais comment un système peut-il se construire lui-même? C'est quoi ce tour de magie? La réponse se trouve dans une boucle incroyable, une sorte de moteur qui fabrique de la complexité à partir de presque rien. En fait, cette idée n'est pas si récente. Le philosophe Kant, déjà à son époque, avait eu cette intuition géniale. Les êtres vivants ne sont pas de simples machines. Ils ont en eux une puissance formatrice, une capacité à s'organiser et à se construire que la matière inerte, elle, n'a tout simplement pas. Pour piger ce moteur, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un mot qu'on pense tous connaître, le travail. En physique ou en biologie, ce n'est pas juste dépenser de l'énergie, c'est de l'énergie qui est libérée de manière contrôlée, canalisée, pour accomplir une tâche précise. Alors, voilà comment ça marche. Phase 1. Un agent, disons une cellule, utilise de l'énergie pour faire un travail. Par exemple, fabriquer un bout de sa membrane. Cette membrane, ce n'est pas juste une barrière, c'est ce qu'on appelle une contrainte. Et cette contrainte, maintenant, elle va agir comme les parois d'un tuyau. Elle va canaliser l'énergie pour permettre à la cellule de faire un nouveau travail, encore plus complexe. Et voilà le secret, le moteur de la vie, c'est cette boucle qui s'auto-alimente. Le travail crée des contraintes, les contraintes permettent de faire plus de travail, un travail plus sophistiqué qui crée encore plus de contraintes, et ainsi de suite. Le système se tire lui-même vers le haut jusqu'à être assez complexe pour se dupliquer. C'est brillant. Bon, si la vie se construit comme ça, de manière autonome, est-ce qu'on peut prédire son avenir? Est-ce qu'on peut calculer ce qu'elle va devenir? La réponse est non, absolument pas. Et c'est là que la biologie se sépare vraiment de la physique classique. Il faut comprendre que l'évolution, c'est une bricoleuse. Elle n'invente pas toujours des choses à partir de zéro. Très souvent, elle prend une pièce qui servait à quelque chose et la réutilise pour une fonction complètement nouvelle et inattendue. C'est ce qu'on appelle la préadaptation. L'analogie parfaite pour ça, c'est l'invention du tracteur. Au début, on a un bloc moteur, sa fonction c'est de faire tourner le moteur. Mais quelqu'un a réalisé qu'il était tellement gros et solide qu'on pouvait s'en servir comme châssis et accrocher les roues et tout le reste directement dessus. Une propriété secondaire, la rigidité, est devenue sa fonction principale dans un nouveau contexte. Personne n'aurait pu prédire ça. Et donc, voilà le point crucial. Comme il est impossible d'imaginer tous les environnements futurs possibles, il est absolument impossible de prédire toutes les nouvelles fonctions qui pourraient émerger. L'avenir de la biosphère est, par nature, imprévisible.
La biologie n'est pas juste une branche compliquée de la physique. Elle a ses propres règles du jeu. Et cette imprévisibilité, ça nous amène à une idée encore plus vertigineuse, une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir, la causalité descendante. L'idée que les causes peuvent venir d'en haut pour affecter le bas, et pas seulement l'inverse. Prenez l'extinction d'une espèce. L'espèce, c'est une entité de haut niveau, c'est un concept, pas un atome. Mais quand le dernier individu de cette espèce meurt, l'espèce s'éteint. C'est un événement de haut niveau. Pourtant, cet événement modifie directement et pour toujours la collection de molécules disponibles sur la planète Terre. Les lois de la physique, toutes seules, ne peuvent pas expliquer ce changement. C'est la biologie, le système dans son ensemble, qui a imposé sa volonté aux molécules. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Probablement vers un changement majeur dans notre façon de voir la science. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle théorie de l'organisation. Donc, pour résumer, la conclusion semble claire. La vie est un phénomène émergent. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui s'autoconstruit, parce qu'on ne peut pas la prédire juste avec la physique, parce qu'elle a des pouvoirs causaux descendants, et parce que le tout, l'agent vivant, a des capacités comme celle d'évoluer, que ces molécules prises séparément n'ont absolument pas. En fait, on se rend compte que notre boîte à outils scientifique actuelle est incomplète. Il nous manque une pièce maîtresse, une théorie de l'organisation. Une théorie qui n'expliquerait pas seulement de quelles particules la vie est faite, mais comment les processus vivants s'organisent eux-mêmes. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question absolument vertigineuse. Si la vie et la biologie ne sont pas juste une extension de la physique, quelles autres lois de l'univers, quels autres grands principes nous attendent encore? Peut-être que la plus grande révolution scientifique n'est pas derrière nous, mais juste là, devant.